Première question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? On peut dire, est-ce que tous les élèves sont capables d'entrer normalement dans la culture écrite, puisque je rappelle quand même que la mission de l'école fondamentale, c'est de faire entrer les jeunes dans la culture écrite. Est-ce que tous les élèves sont capables? Alors on a, par rapport à cette question, on a d'un côté des mouvements pédagogiques comme le GFEN qui prônent, qui mettent ce tous capables comme principe d'action, et puis on a de l'autre côté des discours qui disent la société dans laquelle nous vivons est traversée par des inégalités extrêmement profondes, économiques, sociales, mais aussi culturelles. Ces inégalités se transmettent au sein des familles. Et par conséquent, les élèves, toute une partie des élèves arrivent à l'école, en plus dans un contexte de crise sociale très profonde qui déstructure la vie sociale, le lien social, etc. Il est tout à fait utopique d'imaginer qu'on peut ambitionner ou entreprendre un processus de démocratisation scolaire massif dans ces conditions, comme je le disais tout à l'heure, ce qui m'est souvent rétorqué dans les débats que je fais avec les enseignants: donnez-moi une bonne école, donnez-moi une bonne société, je vous donnerai une bonne école. Alors, cette question-là, on peut faire comme le GFEN et affirmer que tous les élèves sont capables. C'est une réponse qui me paraît d'autant plus insuffisante que la réponse de principe, comme ça, la pétition de principe, que cette pétition de principe, je crois, même ceux qui la professent n'y croient pas vraiment. Et qu'il suffit de discuter 5 minutes avec n'importe quel enseignant pour s'apercevoir que si d'un côté, évidemment, en tant qu'enseignant, il est bien obligé d'avoir quelque sens de ce qu'on appelle l'éducabilité universelle, parce que sinon, avant même de prendre la parole, il mettrait la clé sous la porte et il rentrerait chez lui. Donc il est bien obligé de se dire qu'après tout, peut-être qu'on ne sait jamais, ça pourrait marcher. Mais enfin, en réalité, il n'y croit pas trop, et ça ne l'étonne pas de voir qu'au bout de l'année, eh bien, il y a toute une partie de ces élèves qui n'a pas réussi à surmonter les difficultés des apprentissages. Je pense que c'est une question absolument cruciale. Il n'y a aucune bataille d'idées sur cette question-là aujourd'hui. Je pense que c'est socialement et politiquement, c'est assez dramatique. J'ai souvenir, moi qui suis d'une génération qui a précédé la vôtre, dans la majorité très grande, la quasi-totalité des cas, j'ai souvenir des années 60 et de la façon dont toute une partie du monde éducatif s'est emparé à l'époque des héritiers de Passeron et de la reproduction et du bouquin de Vaudelois Establé, et où la théorie des dons, expliquant l'échec scolaire par les dons, faisait l'objet de débats. Il y avait une bataille d'idées conséquente. Évidemment, la bataille d'idées, ça ne suffit pas, on le voit bien. On s'est emparé de Bourdieu en n'en prenant qu'une petite partie, celle de l'idée de la transmission du capital culturel dans les familles, et résultat, on se retrouve avec la thèse du handicap socioculturel. La théorie des dons, c'est-à-dire le biologisme, l'explication biologiste de l'échec scolaire, elle n'est pas complètement... elle est moins politiquement correcte, donc elle est plutôt sous-jacente, quoi. On va parler d'élèves rapides, d'élèves lents, de concret, d'abstrait, de tout ce qu'on veut, bon. Mais enfin, ce qui est venu au devant de la scène, à la place de la théorie des dons, c'est donc la thèse du handicap socioculturel, qui a l'avantage de pouvoir s'appuyer non seulement sur Bourdieu, mais sur Bernstein et des tas d'autres sociologues qui ont, linguistes ou sociolinguistes, etc., qui ont montré que
effectivement, à l'entrée dans le système éducatif, les ressources linguistiques et culturelles générales des publics que l'école accueillait variaient d'un milieu social à l'autre, que les enfants de cadre, les enfants d'intellectuels, maîtrisaient un vocabulaire plus important, avaient une syntaxe qui était plus proche de la langue écrite que du parler des populaires des quartiers, avant d'arriver au CP, dans la famille, ils étaient déjà familiarisés avec une fonction du langage qui était une fonction de type réflexive et pas seulement de type communicationnel, etc., etc., et qu'au bout du compte, on ne pouvait pas s'étonner qu'il y ait tellement d'échecs des enfants des milieux populaires. Au passage, d'ailleurs, quand on tient ce discours, on oublie qu'il n'y a que 72% des enfants de cadre. C'est quand même beaucoup plus que les enfants d'ouvriers, mais c'est quand même que 72%. Il y a quand même 28% d'enfants de cadre qui échouent au bac. Je le note au passage. Et je pense qu'il est là dans la collection L'enjeu scolaire que je dirige aux éditions La Dispute. On vient de sortir un bouquin sur l'échec des héritiers. Voilà. Le problème quand on tient ce raisonnement, c'est qu'il y a un petit glissement logique inaperçu, sur lequel précisément je voudrais attirer l'attention, qui est que ce n'est pas parce qu'il y a des inégalités linguistiques et culturelles à l'entrée dans l'école, encore que l'ampleur de ces inégalités, ma collègue Agnès Florin a montré dans ses enquêtes qui est nantaise, je crois, elles n'étaient pas si importantes que ça, mais bon, elles sont réelles, elles existent, on ne peut pas les négliger. Incontestablement, les élèves de familles cultivées arrivent avec un bagage intellectuel plus proche des attentes de l'école que les autres. Mais pour autant, dire ça n'est pas répondre à la question posée. La vraie question qui est posée au système scolaire, c'est est-ce que tous les élèves sont capables ? Et donc la vraie question, c'est est-ce que ceux qui ont le moins de ressources, les mômes qui viennent des quartiers, est-ce que ceux-là, ils ont quand même des ressources suffisantes pour entrer normalement dans la culture écrite et y accomplir un parcours qui pourrait les mener, parce qu'ils accèdent à une maîtrise suffisante de la langue écrite et des mathématiques, jusqu'à un bac d'enseignement général ou l'équivalent. Cette question-là, elle n'est pas traitée. Et à vrai dire, je ne l'ai rarement vue, sinon jamais vue posée. J'ai eu la curiosité de me la poser parce que il me semble qu'on est avec cette question irrésolue, on est confronté à un obstacle idéologique et politique considérable. Tant qu'on ne fera pas reculer cette conviction qui, je le répète, est très très massivement partagée dans le monde éducatif, qu'il y a des enfants qui sont éducables et d'autres qui ne sont pas, tant qu'on n'arrivera pas à la contrer, à la contrebalancer, on ne gagne jamais simplement par les idées, on gagne aussi par la pratique et la démonstration que c'est possible, mais enfin, la bataille d'idées a quand même son importance, et je trouve fort dommageable que ni les partis de gauche, ni la FSU, qui est mon syndicat, et d'autres syndicats qui sont aussi des syndicats démocratiques, ne s'emparent de cette question et ne développent cette bataille d'idées. Mais encore faut-il effectivement savoir comment poser la question. Je vais en dire un mot, c'est l'objet de mon dernier ouvrage intitulé « De l'oralité » avec un sous-titre « Essai sur l'égalité des intelligences ». Comment je me suis posé la question ? En disant, au fond, tous les élèves, quel que soit leur milieu social d'origine, quelle que soit leur origine géographique, y compris l'enfant de paysan malien qui arrive de sa brousse complètement analphabète, donc qui linguistiquement, culturellement est vraiment extrêmement éloigné de la culture scolaire et des attentes qu'on nourrit à son égard. Tous ces enfants sont des humains, des êtres humains,
quoi qu'en est certain, et par conséquent, en tant qu'humains, ils parlent. Certes, ils font un usage très différencié du langage, il n'empêche qu'ils ont quelque chose en commun, qui est ce que tous les humains ont en commun. Et ce commun, pour l'appréhender, eh bien, il faut se poser la question suivante. Quand on entre dans le langage, quand on entre dans la parole, quand on se dote de possibilités de communication linguistique, à quel type de ressources intellectuelles est-ce qu'on accède du même coup? Donc vous comprenez bien, en posant cette question, je me pose la question de savoir, tous les mômes de 6 ans, quelles sont leurs ressources, quelles sont leurs compétences, quel est leur socle commun de compétences. Alors comment répondre à cette question? J'ai procédé en 3 temps. Premier temps, je suis revenu à mes classiques, Saussure, Jacobson, Benveniste, c'est-à-dire les grands fondateurs de la linguistique moderne. J'y ai trouvé des réponses à ces questions, à savoir, parler, entrer dans le langage, c'est entrer dans l'abstraction. Et on peut dire par rapport à l'ensemble des modes de la représentation humaine, par rapport aux symboles, par rapport aux images, par rapport aux pictographies, etc., le langage est une réalité doublement abstraite, en raison de ce que Saussure appelait l'arbitraire du signe. Il y a toujours un lien dans les autres modes de représentation entre le signe et le référent. La pipe de Magritte, elle a la même forme que la pipe objet concret. Bon, mais le mot pipe, il n'a vraiment rien à voir avec l'objet concret, la pipe. Il est purement conventionnel, donc le langage est une réalité, un monde doublement abstrait, et y rentrer, c'est par conséquent se doter de capacités d'abstraction qui nous permettent ensuite, d'une capacité d'abstraction qui nous permet ensuite d'affronter le monde des entités abstraites et des raisonnements abstraits. Deuxième chose, entrer dans le langage, c'est pratiquer le raisonnement logique, j'y reviendrai dans un instant, et troisième chose, que nous disent les fondateurs de la linguistique moderne, entrer dans le langage, c'est se doter d'une capacité de réflexion, y compris par rapport à la langue elle-même. Et cette capacité de réflexion, les linguistes parlent de réflexivité linguistique. On ne peut pas apprendre à parler sans se doter de cette capacité de réflexion. Il suffit d'entendre un môme. Je me régale à entendre ma petite fille qui a 2 ans et demi et qui n'arrête pas de dire « et ça, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Et ça, pourquoi ça ?» Et donc elle est en fait toujours dans la distance, à la fois aux objets et aux éléments de la langue. Et on ne peut pas autrement entrer dans le langage, apprendre à parler. On ne peut pas apprendre une langue étrangère, or on sait bien qu'il n'y a pas besoin d'un système d'écriture pour être capable d'apprendre à parler des langues étrangères. Et apprendre à parler une langue étrangère, c'est forcément entrer dans un rapport distancié et objectivant à la question du langage, puisque ça implique qu'on se dise, tiens, ça c'est dans ma langue ça se dit un verbe, dans une autre langue ça se dit glace, par conséquent, et quand on fait ça, on entre dans un rapport d'objectivation au terme de la langue. Sur cette base, j'ai voulu aller voir ce qu'il en était dans la pratique, puisque la théorie c'est bien, même s'il suffisait de moi à me convaincre.
je suis allé voir dans 2 catégories de population ce qu'il en était des performances intellectuelles, si effectivement on retrouvait ces 3 types de ressources et de compétences dans 2 catégories de population. Dans les sociétés de tradition orale, j'y suis allé à travers la lecture de l'anthropologie et de l'ethnologie, des ethnosciences, de l'ethnologie, des cultures et des habitudes linguistiques et intellectuelles, et des pratiques linguistiques et intellectuelles des sociétés de tradition orale. Et puis je suis revenu sur la question des enfants d'âge préscolaire, donc qui sont eux aussi dans l'oralité. Alors, je ne vais pas refaire tout ce parcours, simplement je vais prendre rapidement comme exemple la question précisément du rapport au langage. Certains d'entre vous connaissent peut-être le livre de Bernard Lahire qui a marqué l'histoire de la sociologie de la transmission des savoirs, qui s'intitule Culture écrite et inégalité scolaire, qui est une très belle étude du fonctionnement de l'enseignement primaire. Voilà un collègue qui, au début des années 90, a fait des observations dans des classes d'écoles primaires de la banlieue ouvrière lyonnaise, et il dit 2 choses pour l'essentiel. Une avec laquelle je suis tout à fait d'accord et qui me paraît représenter un fort rapport à notre discipline, et une autre avec laquelle je ne suis pas d'accord. La première chose qui met en évidence, à travers toute une série d'observations très convaincantes, c'est qu'en réalité, ce qu'attend l'école primaire des enfants, plus que, ou autant que l'apprentissage d'éléments linguistiques, de vocabulaire, de règles de grammaire, de modes de construction syntaxique de la phrase, etc., c'est précisément une capacité, et le développement de cette capacité de distanciation par rapport au langage, c'est d'entrer ce que l'école demande l'école élémentaire demande aux élèves, et ce sur quoi les collègues professeurs des écoles ne réfléchissent pas forcément toujours, alors qu'ils le pratiquent tous les jours. Ce qu'ils demandent aux élèves, c'est précisément de développer ce rapport distancié, objectivant à la langue à travers toute une série d'exercices, de travaux, de manipulation du langage, de mettre la phrase nous partirons au négatif. Pour passer de nous partirons à nous ne partirons pas, il faut entrer dans ce rapport objectivant et manipuler cette phrase pour la transformer. La deuxième chose que nous dit Bernard Lahire, à laquelle j'adhère beaucoup moins, donc, c'est que si on prend cette première dimension en considération, on comprend à la fois l'échec scolaire et les inégalités scolaires. De fait, Bernard Lahire apporte toute une série d'éléments assez probants, tendant à montrer que les élèves qui sont en échec à l'école élémentaire, ce sont les élèves qui ont du mal à se placer dans cette posture de distanciation objectivante à l'égard de la langue. On expliquerait aussi, selon Bernard Lahire, les inégalités scolaires. Pourquoi ? Parce que les familles de cadres, d'intellectuels, etc., à la fois les adultes ont été longuement scolarisés, donc longuement familiarisés avec la culture écrite et ses exigences, y compris ces exigences d'objectivation du langage, et dans leur pratique professionnelle, les adultes de ces milieux continuent tout au long de leur vie
à être constamment confrontés à ce type d'exigence, parce qu'il faut qu'ils écrivent, qu'ils fassent des rapports, qu'ils discutent, qu'ils critiquent, etc. Bon. C'est beaucoup moins le cas des milieux populaires, qui, eux, même s'ils ont été reçus, même s'ils ont bénéficié d'une alphabétisation de base, grâce à Jules Ferry, ils ont été scolarisés beaucoup moins longuement et on leur demande de façon beaucoup moins forte dans leur pratique professionnelle ce type de posture réflexive à l'égard de la langue. Et du coup, on peut caractériser, dit Lahire, les milieux cultivés par un rapport de type scripturaire à la langue et les milieux populaires par un rapport de type oral à la langue. Alors, pour faire comprendre, Bernard Lahire donne un très bel exemple, précisément l'exemple de cette maîtresse qui demande aux élèves, mettez à la forme négative, vous partirez. Lahire observe que les bons élèves répondent, vous ne partirez pas, et les élèves en difficulté, qu'est-ce qu'ils répondent? Il faut qu'il y ait de bons élèves. Restez. Non, ils répondent « nous ne partirons pas ». Pourquoi? Évidemment parce qu'ils sont dans un rapport oral, c'est-à-dire dans un rapport pour lequel, pour eux, le langage n'est pas un objet de travail qu'on met à distance et qu'on manipule. Le langage, entrer dans le langage, c'est entrer dans la communication entre des personnes, entre des subjectivités. C'est un échange vivant. La parole et le langage n'existent pas, dit Lahire, en dehors de cet échange vivant. Donc, si la maîtresse dit vous partirez, eux ils mettent à la forme négative, ils répondent nous ne partirons pas. Alors que les autres, ils ont bien compris que la phrase vous partirez est détachée de la subjectivité de la maîtresse, qu'on est sorti de l'échange oral, de la pratique orale de la langue, et qu'on se trouve dans un rapport réflexif, dans l'univers d'un rapport réflexif à la langue, et que c'est au sein de cet univers-là que la maîtresse nous demande de cet exercice. Alors, évidemment, pour une part, Bernard Lahire, avec ce type d'analyse, il nous donne énormément de choses à comprendre. Là où je place mes réserves, c'est uniquement lorsqu'il réduit la pratique populaire du langage à une pratique communicationnelle. Il suffit de se rappeler ce que je disais tout à l'heure, des apports de Saussure, Jacobson et Benveniste pour s'en rendre compte immédiatement. À partir du moment où on est dans le langage, on n'a pas un rapport au langage qui pourrait être de type exclusivement communicationnel. Alors, comment ça se voit dans... Je reste un peu de temps, mais ça me paraît tellement crucial, ces questions. Après tout le reste, une fois qu'on est d'accord là-dessus, le reste, ça... La clé du problème, elle est là. Comment les choses se passent dans les sociétés de tradition orale? Ces sociétés auxquelles se sont intéressés les ethnologues de type classique. Des sociétés sans écriture ou sans système d'écriture pour ne pas fâcher les mannes de Derrida. Qu'est-ce qu'on y voit dans le rapport à la langue? D'abord, on y voit une forte capacité d'isolation de la dimension phonique du langage. Lahire, il regarde les CP et il dit, on voit bien que les enfants des classes populaires, s'ils ont du mal à apprendre à lire, c'est parce qu'ils sont dans la communication, donc le langage fait sens pour eux. Or, apprendre à lire, il faut prêter attention au son indépendamment du sens, et eux, ils n'en sont pas capables. Quand on regarde les sociétés de tradition orale, on n'en trouve pas une qui n'ait pas développé dans son histoire une pratique poétique et qui ne continue à pratiquer l'art poétique aujourd'hui. Et l'art poétique, ça n'est rien d'autre qu'une pratique qui consiste à prêter attention au bruissement de la langue, comme dirait Barthes, pas forcément de façon en mettant complètement
le sens entre parenthèses. Ça peut être en mettant complètement le sens entre parenthèses, mais c'est en tout cas en prêtant attention à la dimension phonique de la langue. Et donc de ce point de vue, déjà, on voit que, en réalité, tout le monde, tous les êtres parlants ont cette capacité de prêter attention au son de la langue. Deuxième constat, on est capable d'isoler les mots, ce qui ne va pas de soi. Le grand linguiste ou sociolinguiste russe Bakhtin insistait beaucoup sur le fait que si l'unité de la langue écrite, c'est le mot et la phrase, dans la parole, dans le langage vivant, l'unité, c'est l'énoncé. Et l'énoncé, c'est une suite de mots dans laquelle les découpages ne sont pas forcément évidents. Tout cela s'enchaîne et on a tous sans doute le souvenir, quand on est entré dans la culture écrite, à l'école élémentaire, de découvrir que des suites de mots qu'on croyait tout attachées, en réalité, c'était des séquences de mots bien distincts. Mais on s'aperçoit que, d'après plusieurs enquêtes ethnologiques, qu'il y a tout à fait la capacité d'isoler les mots dans toutes les sociétés orales, et qu'à cet égard, dans les sociétés où il y a des gens qui sont alphabétisés et d'autres qui ne le sont pas du tout, on ne trouve aucune différence. Enfin, troisième aspect de la question, toujours sur le registre, puisque isoler un mot, c'est déjà être dans le registre du retour réflexif sur la langue. On sait comment ça veut dire, c'est-à-dire on est capable d'identifier cet outil particulier qui est un mot pour l'associer à un référent. Troisième aspect de la question que j'évoquerai, dans toutes ces sociétés de tradition orale, non seulement on n'est pas pris dans le langage, mais on développe toujours un grand intérêt pour le langage. Un des plus beaux exemples qu'on puisse trouver, mais sous des formes diverses, on retrouve des choses similaires chaque fois qu'on a suffisamment de matériaux ethnographiques pour en juger. Un des plus beaux exemples, c'est un ouvrage que les chercheurs de ma génération connaissaient et appréciaient à l'époque, c'est de Geneviève Calam-Griol, ça s'appelle Ethnologie des langages, et le sous-titre, c'est la théorie de la parole, ou la parole chez les Dogons, ou la théorie de la parole chez les Dogons, je ne me souviens plus. C'est un gros bouquin de 500 pages consacré exclusivement à nous restituer la richesse et la complexité de la réflexion Dogon sur leur langue. Et notamment, on trouve dans cette réflexion et dans ce patrimoine de réflexion Dogon sur la langue, on trouve un lexique de ce que Bakhtin aurait appelé les genres du discours, c'est-à-dire, vous savez, le discours amoureux, le discours commerçant, le discours respectueux de l'étudiant vis-à-vis de son maître, notamment quand il soutient le jour de soutenance de sa thèse. Genre écrit, genre oral, genre écrit, le théâtre, la poésie, le roman, etc., etc. Enfin bon, tout le monde sait surtout les gens qui sont ici, ce que c'est que les genres du discours. Les Dogons, ils distinguent 48 genres. Alors, c'est tous des genres oraux, puisqu'il n'y a pas de genre écrit dans l'affaire, mais ils en distinguent 48, ce qui montre quand même l'intérêt qu'ils portent aux questions du langage et la capacité, quoi qu'en ait Bernard Lahire, qu'ils ont à se distancier de leurs propres paroles pour réfléchir sur elles. Quant aux enfants, donc troisième moment de ma recherche, et seconde population porteuse de l'oralité, les enfants d'âge préscolaire, il y a évidemment le grand maître incontournable qui est Piaget. Le problème de Piaget, c'est que toute son œuvre est une lutte acharnée pour fonder dans le corps biologique de l'homme, à travers le jeu des
sensations, des perceptions et de l'imitation, un développement de l'intelligence dans lequel Piaget s'acharne à minorer le rôle du langage. Il se trouve que les progrès de la recherche dans le domaine de la psycholinguistique de l'enfant et de la toute première enfance, grâce notamment à deux progrès tout à fait importants qui sont, l'amélioration des modes d'observation et d'enregistrement des comportements des nourrissons, des tout petits enfants, et deux, le développement de comparaisons interculturelles et interlinguistiques. Il se trouve donc que les progrès de ces recherches montrent qu'en réalité, bien avant la fameuse explosion linguistique des 18-24 mois, les nourrissons manifestent des perceptions qui sont toujours déjà imprégnées par les catégories de la langue dans le bain de laquelle ils sont arrivés et ils sont... Oh merde. Bon, c'est rien. C'est la fougue. Voilà. Il me reste un peu de papier sec pour prendre des notes tout à l'heure. Merci Loïc. Voilà, si quelqu'un a un paquet de Kleenex, ça sera et par exemple, il y a eu pas mal, il ne faut rien exagérer, mais il y a eu plusieurs expériences qui ont été faites sur la perception de l'espace chez les tout jeunes enfants, qui comparent plusieurs nationalités, notamment ce qui contraste très fort, c'est les Anglais et les Coréens. En anglais, il y a, comme en français, le under et over, dessus-dessous, et en coréen, ça n'existe pas. Il y a tout autre découpage de l'espace dans les catégories ordinaires de la langue. Il y a ce qui touche, ce qui est séparé, ce qui jouxte, ce qui est superposé. Donc il y a d'autres catégories de découpage de l'espace dans la langue ordinaire. Donc c'est le fameux problème de la traductibilité. Et là, il y a une distance tout à fait spectaculaire à cet égard entre le lexique de l'espace chez les Coréens et le lexique de l'espace chez nos amis britanniques. On observe chez des mômes de 9 mois, 15 mois, je ne me souviens plus exactement, mais ils ne parlent pas encore. Ils commencent à parler, mais des phrases d'un mot, au mieux de 2 mots. Mais on leur fait... Il y a des tests assez sophistiqués qui montrent que les Coréens et les Anglais ne réagissent pas de la même façon quand on leur projette sur un écran des objets qui ont entre eux des relations spatiales et qui se déplacent, etc. Ils manifestent par leurs réactions, ils manifestent le fait que leur perception est déjà imprégnée par les catégories de leur langue. Donc pour comprendre le développement de l'intelligence de l'enfant, il faut s'intéresser au développement de l'enfant dans la langue. Et si on s'intéresse au développement de l'enfant dans la langue, on voit bien que très tôt, l'enfant commence à manipuler les relations logiques, que, mesdames les instits, vous pouvez mettre au feu tous vos manuels qui confondent et tous vos exercices à trous où il faut mettre des mots en dessous d'un dessin qui confondent les mots avec les étiquettes des choses. Le langage, c'est pas un jeu d'étiquettes que les humains ont collé sur les choses pour pouvoir en parler, c'est une toute autre réalité. La meilleure preuve, c'est que quand les enfants apprennent à parler, ils ne commencent pas par apprendre des listes de mots, ils commencent par apprendre des mots qui leur servent dans la pratique et qui comprennent à la fois
des noms, mais aussi des connecteurs, des verbes, c'est-à-dire il commence très tôt, dès qu'il commence à parler, il commence à construire des phrases, on est dans un tout autre ordre de réalité que celui auquel les bonobos sont capables d'accéder, c'est-à-dire, je le répète, de coller des étiquettes sur des phrases, ce que les bonobos sont capables de faire, mais ce que ne feront jamais les bonobos, c'est construire une phrase pour produire une idée. Ce que les enfants commencent très tôt à faire. Et dans ces phrases, on voit bien que les fameux connecteurs logiques sont très tôt présents. Tristan Poulaway, mon jeune collègue de l'université de Nantes, était présent avec moi. Je crois que c'est Tristan, le fils d'une amie qui avait 22 mois, qui avait du mal à lasser ses chaussures, et Tristan lui dit « mais ouais, c'est dur, hein ». Et le môme qui s'appelait Thiago, je me souviens, il répond oui, c'est dur parce que c'est coincé. Quand on a 22 mois, alors bon, il était particulièrement précoce, c'est vrai que pour son âge, il était en avance dans l'explosion linguistique. D'évidence, il reprenait une phrase qu'il avait entendue, mais le fait est qu'il l'utilisait à extrêmement bon escient. Par rapport à ça, tout le discours sur le fait qu'on n'arrive pas, comme disait Rousseau, à l'âge de raison avant 7 ans, qu'il n'y a pas de raisonnement logique chez les enfants d'âge préscolaire, etc., on se trouve un peu... ça interroge beaucoup. Et à propos du raisonnement logique, oui, je voulais noter, j'ai oublié de le noter au passage, on ne connaît aucune langue au monde, ça aussi c'est un résultat important des ethnosciences ou de l'ethnolinguistique, on n'a découvert aucune langue au monde qui ne comporte dans son lexique les fameux connecteurs logiques. Alors il n'y en a peut-être pas autant que dans les langues occidentales tramées de philosophie, le Ouédon, Cornicart, on ne retrouve pas nécessairement toute la palette, mais dans toutes les langues, on est capable d'identifier, de désigner et de manipuler les relations d'ordre logique et de raisonner logiquement. Donc ça, c'est quelque chose que les enfants acquièrent très tôt. Et ce qui est très frappant, c'est que ça aurait fait plaisir à Jacques Cotto, pour qui on n'apprend jamais que par soi-même. Ce que nous montrent les bons travaux sur le développement linguistique de l'enfant, c'est que ce sont les enfants qui sont les premiers acteurs et les acteurs essentiels de leur propre développement linguistique. Ce qui est très frappant, c'est que les modes éducatifs, la façon de conduire l'entrée des enfants dans le langage est infiniment variable selon la population et dans une population, selon le milieu social. Et le résultat est toujours, grosso modo, à peu près identique, c'est-à-dire que les étapes du développement linguistique sont globalement les mêmes, et qu'un môme à qui on n'apprend aucun vocabulaire, et un môme à qui systématiquement sa maman lui dit, tu vois, ça c'est un arbre, ça s'appelle un bouleau, voilà les feuilles, ça c'est une branche, ça, etc., etc. Donc, s'efforce de lui inculquer systématiquement le vocabulaire le plus diversifié possible. Quand, à un âge donné, vous faites passer des tests de maîtrise ou de connaissance lexicale, vous allez trouver des variantes, des différences, mais qui sont très loin d'être aussi considérables que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et de fait, il suffit d'être attentif au comportement linguistique des petits-enfants pour identifier très vite les procédés par lesquels ils apprennent à parler, comme le note Jacobson. Ils sont sans arrêt à demander ça c'est quoi, et comment ça s'appelle, et pourquoi c'est ça, etc. Bon. Une fois qu'ils ont capté un mot nouveau, ils vont
l'employer dans tous les contextes linguistiques et pratiques possibles jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que personne ne saute au plafond, donc ils l'ont bien employé. Après ça, ils l'oublient complètement, c'est intégré, ça y est, c'est acquis, ils ont compris. On voit bien aussi qu'ils s'efforcent très tôt d'intégrer les règles logiques de construction des phrases, et que ce qu'on prend pour des erreurs enfantines qui font sourire, en réalité, ça n'est rien d'autre que la mise en œuvre de ce raisonnement logique. Par exemple, le fameux « je m'ai fait mal », construit sur la base de « tu m'as fait mal », qui est tout à fait, qui apparaît tout à fait logique à cet égard. Enfin, les psycholinguistes montrent que, arrivé à 5 ans, le résultat de cette activité de manipulation de la langue par laquelle nous apprenons à parler, le résultat, c'est ce que certains auteurs appellent le développement d'une conscience épilinguistique. Donc, non pas une conscience métalinguistique, ça c'est ce qu'on pourrait appeler une conscience grammaticale. Un enfant de 5 ans, il est comme dans les sociétés de tradition orale, il n'existe pas de vocabulaire métalinguistique. Le terme mot, M-O-T, ça n'existe pas dans aucune langue orale. C'est typiquement un terme du vocabulaire métalinguistique développé grâce à la culture écrite et au rapport réflexif à la langue que nous permet la culture écrite. Mais ne pas avoir les concepts ne veut pas dire qu'on n'est pas dans un rapport de type réflexif, et c'est ce rapport de type réflexif que les sociolinguistes ou linguistes appellent conscience épilinguistique, qui est le socle commun à partir duquel tous les enfants peuvent apprendre normalement les règles de construction et de manipulation, du maniement correct de la langue, non plus orale cette fois-ci, mais écrite. Au débouché donc de cette recherche, j'ai été un peu long, mais j'ai un ami qui est formateur à l'IFM de Poitiers, Étienne Douat, qui fait travailler ce bouquin aux instituts en formation et qui me dit, mais c'est étonnant de prendre conscience de ce que effectivement tous les enfants ont toutes les ressources nécessaires pour rentrer normalement dans la culture écrite. C'est étonnant la façon dont ça les bouleverse, au sens où ça les place dans un rapport à leur pratique professionnelle qui est assez radicalement transformé. Voilà donc le débouché de cette recherche. Tous les enfants devraient réussir normalement leur entrée et leur parcours dans la culture écrite. Avec ce bémol que avoir des ressources intellectuelles, c'est une chose, pouvoir s'en servir, c'en est une autre. De ce point de vue, je ferai une différence entre enfants en difficulté et élèves en difficulté. Ce dont je parle ici, ce sont les élèves en difficulté. Les enfants en difficulté, ça existe. Dans le rapport à la langue, il y a les sourds-muets, il y a les autistes. Il y a des variantes d'autistes du type, je sais pas, l'hyperlexie par exemple, qui est, on arrive très bien à déchiffrer, mais on n'arrive pas à comprendre ce qu'on déchiffre. On peut même être, j'ai vu ça, suffisamment expert dans le déchiffrage pour reprendre ses petits copains quand c'est leur tour de lire. Mais le problème, c'est que les petits copains, ils comprennent ce qu'ils lisent, et eux, ils n'arrivent pas à comprendre. Bon. Mais ces élèves en difficulté, il faut que, là aussi, qui sont pris comme témoins de ce que l'école ne peut pas tout faire, certes, et c'est vrai que ces enfants-là, ils ne sont sans doute pas du ressort premier des agents de l'institution scolaire. Ils sont du ressort de personnel spécialisé et compétent
dans ces domaines. Mais ces enfants-là, d'une part, il y en a dans tous les milieux sociaux. Hein, vous vous souvenez comment tout le monde a sauté au plafond quand la dernière enquête a montré que les cadres battaient leurs femmes un peu plus souvent que les ouvriers. Ciel. Bon. Il n'y a pas de raison qu'il y ait infiniment plus de troubles du type de ceux que j'évoque, d'enfants traumatisés ou affectés de tel ou tel handicap physiologique dans les familles populaires que dans les autres. La différence, c'est que les autres, ils prennent les devants, ils prennent en charge eux-mêmes le traitement spécialisé de l'enfant, alors que l'école, elle se prend de plein fouet l'existence des autres. Et puis, en plus, un tout petit nombre. Moi, j'ai vu l'année dernière, avec le manuel Je lis, j'écris, à la réalisation duquel j'ai participé, on a mené un travail d'expérimentation dans 12 classes de CP, dont une majorité en ZEP. Au bout de l'année, au terme de l'année, tout le monde savait lire. Tout le monde savait lire et comprenait ce qu'il lisait. Plus ou moins vite, mais celui qui lisait le moins vite, vous lui laissiez 3 minutes pour lire tranquillement ses phrases en silence, et puis vous lisez ça de façon... Fluent, voilà. Un fluent French. Ah merde, je trouve plus grave, excusez-moi. Ça me revient. Sauf 7 mômes, un dans 7 des 12 classes. Et tout au long de l'année, on avait prêté, ma collègue qui avait participé au manuel et moi, on avait des réunions régulières avec les collègues de CP et on discutait beaucoup sur le cas des mômes qui avaient le plus de mal. Et de fait, ces 7-là, il y en a beaucoup qui étaient identifiés à l'entrée, au sortir de la maternelle, à l'entrée du CP, comme par la maîtresse de grande section, comme ça, celui-là, il n'apprendra jamais à lire, etc. Bon, qui ont appris sans problème. Mais il en est resté 7 qui sont restés pour le moment irréductibles. Et de fait, quand on regardait de près, on voyait bien qu'ils étaient dans des situations personnelles vraiment graves, quoi. Mais bon, ça représente sur 12 classes de CP une proportion qui n'a rien à voir avec les 2/3 d'enfants, de jeunes qui ne réussissent pas aujourd'hui dans le système scolaire, à accéder à une maîtrise correcte de la langue écrite.